Ce que je vais faire sans plus tarder, c'est de vous faire l'exposé autour de ces points suivants. D'abord, on va essayer de voir c'est quoi la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine. Quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'elle cherche tout simplement à réaliser et quelles sont les finalités, si vous voulez. Et nous allons voir également que les impacts attendus sont relativement très importants, à la hauteur des opportunités de croissance, de développement, de transformation structurelle, de commerce et également d'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, vous verrez qu'un des concepts qu'on utilise le plus souvent, surtout dans la littérature anglo-saxonne pour parler de la ZLECAf, souvent pour traduire l'importance de ces impacts, on parle de game changer. C'est-à-dire, la ZLECAf est vraiment appelée à changer la donne sur le continent, mais également la relation que le continent peut avoir avec le reste du monde. Donc, nous allons voir dans quelle mesure ces impacts attendus pourraient être des éléments qui nous permettraient de comprendre ce concept de game changer. Et ensuite, une fois qu'on aura présenté les impacts, il serait intéressant, en bon économiste, je dirais, parce que c'est un économiste qui va vous parler de la ZLECAf, peut-être que le juriste aura son approche et peut-être les sociologues auront également leur façon d'exposer cela. Donc nous allons puiser quelques éléments de la théorie économique qui nous permettraient de comprendre dans quelle mesure la ZLECAf pourrait effectivement changer la donne sur le continent. Parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences, non seulement en termes de d'intégration régionale, sous-régionale, mais également la théorie économique ou bien la recherche économique de façon générale, aussi bien du point de vue théorique que du point empirique, s'est intéressé à cette dynamique de regroupement des économies à travers les processus d'intégration. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut en tirer pour comprendre les impacts qui sont présentés en termes de mise en œuvre de la ZLECAf. Et ensuite, la ZLECAf n'est pas et n'est point la première expérience d'intégration sur le continent. On va voir que l'Afrique a un appétit relativement important en matière d'intégration économique, politique, et ça, je dirais, depuis l'indépendance. Ne serait-ce que depuis l'avènement de l'Union africaine. Par la suite, il y a eu beaucoup de processus d'intégration sous-régionaux. Donc, nous allons essayer de tirer quelques leçons de ces expériences sous-régionales. Et vous verrez que, généralement, ce qui va ressortir de cet exposé-là, c'est que vous verrez que on n'a jamais réussi à capter tout le potentiel de ces processus d'intégration sous-régionaux. Donc, quelque part, il y a eu des échecs. Il y a eu des réalisations favorables, mais il y a eu des échecs également. Et je pense que nous sommes conscients de ces échecs. Si nous pouvons vraiment les circonscrire, on pourrait en tirer les leçons pour voir dans quelle mesure on pourrait faire mieux cette fois-ci à travers ce processus d'intégration continentale. Donc là, nous allons présenter les défis, mais également les challenges. Vous verrez qu'il y aura... En fait, je vais terminer par un point fondamental qui est, je crois, à la base même de cette réflexion générale autour des processus d'intégration. C'est en définitive, est-ce que nous sommes des partenaires commerciaux naturels? Vous verrez que c'est l'hypothèse de partenaires commerciaux naturels. Parce que souvent on dit, voilà, nous partageons le même espace géographique, donc nous devons être des partenaires économiques là. Mais souvent, ça peut ne pas être le cas. On va présenter quelques critères d'appréciation de ce caractère naturel des partenaires économiques. Et vous verrez que dans certains cas, nous ne sommes pas tellement des partenaires commerciaux naturels. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un processus de rapprochement qu'on peut développer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des partenaires naturels pour le moment, mais à travers tout un ensemble de stratégies de mise en œuvre, d'adaptation des économies, de préparation des économies, on peut développer, si vous voulez, ce type de partenariat naturel qui pourra effectivement nous amener vers des impacts relativement importants de la ZLECAf une fois que c'est mis en œuvre là. Alors, on va rappeler peut-être quelques éléments de départ. Et là, je suis ravi que le directeur général ait pris la parole parce que vous voyez qu'il vous a parlé de beaucoup d'éléments de la ZLECAf. Donc, la présentation que nous allons faire, je pourrais dire que c'est à la limite développer ce qu'il a présenté. Parce que la plupart des points qu'il a développés, nous allons amener des éléments additionnels qui vous permettraient effectivement d'avoir une compréhension relativement avancée. Et dans le cas des échanges aussi, on pourra réfléchir là-dessus. Donc, comme il a rappelé, la ZLECAf, c'est vraiment un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, intitulé The Africa We Want. Et si vous regardez, si vous allez sur le site et vous voyez les publications, et même si vous regardez le traité en tant que tel, vous verrez que l'objectif tel que spécifié dans ce traité-là, là j'ai cité, c'est créer un marché unique. Donc, vous voyez que tous les marchés nationaux, tous les marchés sous-régionaux deviennent un marché unique. Donc, quand on parle de marché unique, c'est vraiment ce processus d'intégration qui va supprimer
ces frontières ou bien ces barrières entre les marchés nationaux. Et là, on aurait un marché unique. Donc, cela veut dire que quelqu'un qui est à Dakar, qui voudrait vendre son produit, par exemple, à Casablanca, ne devrait pas avoir des problèmes majeurs. Ça serait presque exactement comme s'il voulait vendre son produit, par exemple, à Thiès ou bien à Ziguinchor. Bon, nonobstant maintenant les coûts naturels associés à la distance. Mais il ne devrait pas y avoir de barrières tarifaires ni de barrières non tarifaires. Donc, ça doit être un commerce fluide. Donc, vous passez la frontière. En fait, peut-être il y aurait des frontières politiques, mais il n'y aura pas de frontières économiques parce que le marché sera effectivement unifié. Donc, ce sera un marché unique pour les marchandises, également pour les services. Et bon, on va voir que c'est un accord qui va beaucoup plus loin. Donc, on ne se limite pas seulement au commerce, mais on va beaucoup plus loin pour parler, par exemple, de la circulation, des mouvements des facteurs, par exemple. C'est, par exemple, la circulation des personnes. Donc, on veut aller plus loin pour approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique, tel qu'annoncé dans l'agenda 2063. Donc là, c'est pour parler, pour citer directement l'article 3 du traité instituant la ZLECAf. Maintenant, la ZLECAf a démarré. D'accord? La ZLECAf a démarré pour les pays qui sont prêts à échanger sous ce nouveau régime-là. Mais il est important d'avoir quelques dates importantes. Donc le 30 mai 2019, ça a été l'entrée en vigueur parce que ça a correspondu à la ratification par le 22e État, qui est la République sahraouite, de cet accord-là. Donc, dans les textes, l'acheminement vers cet accord-là, c'est que lorsque le 22e pays aura ratifié, alors l'accord va entrer en vigueur. Et ensuite, le 7 juillet 2019, il y a eu la phase opérationnelle qui avait démarré. Et la date qui nous intéresse le plus, c'est le 1er janvier 2021. Le 1er janvier 2021, tout pays qui est prêt, après ce schéma de libéralisation qu'il aura mis là en avant, après la négociation des accords, donc ce pays pourrait démarrer. Donc le pays ouvre ses frontières, il peut recevoir ses produits de l'Afrique, il peut recevoir les facteurs qui proviennent du continent, mais également il peut faire l'inverse avec les pays qui sont prêts également. D'accord? Donc ça veut dire que la ZLECAf a effectivement démarré. Euh, Maintenant, pour aller vers la mise en œuvre effective de la ZLECAf, donc, il y a eu différents protocoles qui sont prévus dans le cadre du traité et les annexes qui sont venues effectivement les préciser. Donc, il y a eu deux phases de négociation. La première phase a porté sur le protocole sur le commerce des biens, donc qui a précisé effectivement les catégories, mais également les échéances. Donc, l'idée ici, c'est que si vous regardez les marchandises, on devrait avoir une libéralisation de 90% des lignes tarifaires. Maintenant, les modalités sont différentes selon le niveau de développement des pays. Par exemple, si vous êtes un pays qu'on appelle les pays les moins avancés, les PMA, en général, vous avez 10 ans. Donc, vous devez réduire progressivement les barrières tarifaires sur une période de 10 ans à partir de 2021. Maintenant, si vous êtes un pays relativement avancé, un non-PMA, là, vous avez en général 5 ans. Donc, en 5 ans, en 2026, vous devez pouvoir libéraliser 90% de ces marchandises. Maintenant, ça, c'est la première catégorie qu'on appelle la catégorie A. Maintenant, il y a la catégorie B. Là, c'est ce qu'on va appeler les produits sensibles. Donc, c'est des produits peut-être qui sont d'intérêt stratégique pour les pays ou bien pour les zones. Et donc, là, on leur donne une échéance beaucoup plus lointaine. Et là, c'est 3 ans de plus. Par exemple, pour ceux qui ont 10 ans, les paiements, ils vont aller jusqu'à 13 ans pour ces 7% des lignes tarifaires-là. Et pour les pays qui sont relativement en avant, les non-paiements, eux, ils ont jusqu'à 10 ans. Et ensuite, la libéralisation ne concerne pas tous les produits. Donc, il y aura 3% des produits qui sont exclus de la libéralisation. Mais à condition que ces produits-là, qui forment les 3% de vos lignes tarifaires, ne dépassent pas 10% du commerce intra-régional sur ces produits-là. D'accord? Vous pouvez dire, voilà, voici les 5 produits qui nous intéressent, qui vont rentrer dans les 3% du commerce de notre pays. Mais il ne faudrait pas que ces produits-là soient relativement importants dans le cadre du commerce intra-africain. Si c'est le cas, là, effectivement, vous aurez moins de 3% ou de 3%. Ou bien vous revoyez un peu ce paquet de lignes tarifaires à mettre en œuvre. Ensuite, vous avez le commerce des services. Ensuite, vous avez les mécanismes de règlement des différends qui doivent être mis en œuvre. Et ensuite, vous avez le protocole portant sur les douanes et la facilitation des échanges. Ça, c'est la première phase. Maintenant, la deuxième phase qui est en cours, bon, en fait, il y a certains éléments de cette première phase-là qui sont toujours en négociation, mais quand même, la deuxième phase a démarré parce qu'on n'attend pas de finir la première phase. Donc, il y a cet enchevêtrement-là, si vous voulez. Alors, il s'agit de parler des droits de propriété intellectuelle, donc tout ce qui est innovation, etc. Il y a également un protocole sur l'investissement qui est déjà développé. Il y a également la concurrence.
Parce que lorsqu'on va ouvrir nos frontières, la concurrence est appelée à s'intensifier entre les filières, entre les branches, entre les acteurs. Donc, il faudrait qu'il y ait des règles communes à toutes les économies, donc sur le plan continental, pour qu'on puisse aller vers une concurrence saine, qui est vraiment génératrice de tous les avantages qu'on pourrait attendre d'un marché libéralisé et unifié. Et ensuite, il y a le commerce digital qui a vraiment beaucoup de potentiel pour l'Afrique. Et ensuite, on s'est rendu compte que il y a des acteurs qui devraient mériter une attention particulière en termes de traitement favorisé dans le cadre de ce commerce-là. Alors, c'est essentiellement les femmes et les jeunes là. Et on verra cela plus tard lorsqu'on va parler des effets potentiels, les effets redistributifs, si vous voulez. Maintenant, pour aller dans le sens de la mise en œuvre pratique, il y a quelques instruments opérationnels qui ont été prévus. C'est le cas, par exemple, du système panafricain de paiement et de règlement. Alors, ce que le système prévoit, c'est d'avoir un cadre de coopération entre les banques centrales. En fait, je suis allé sur le site internet de ce système-là. Ben, malheureusement, j'ai pas vu la BCEAO. Bon, je ne sais pas si effectivement la BCEAO est dedans. Peut-être qu'on aurait voulu entendre quelques-uns sur ce point-là. Également, quels pourraient être les enjeux que vous voyez en tant qu'insider au niveau de cette banque-là. Mais la plupart des banques de la sous-région sont les banques centrales. D'accord? La BCRG est dedans, la Banque centrale guinéenne. Je crois pour la Gambie, c'est déjà dedans, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, etc. Donc, beaucoup de banques centrales de la zone hors UEMOA, donc au niveau de la CEDEAO, ZMAO, je crois, donc ils sont dedans. Donc, on voudrait savoir qu'en est-il également, essentiellement pour la Banque centrale, et comment vous voyez cette coopération. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir ce cadre de coopération. Donc, on va le voir plus loin, peut-être dans les échanges, de façon à ce que si vous êtes un commerçant, vous êtes un acteur économique, vous voulez rentrer en relation avec peut-être un fournisseur ou bien un client hors du pays, donc quelque part en Afrique, vous devez pouvoir payer avec votre propre monnaie nationale. Et le fournisseur, lui, il va recevoir ce paiement-là avec sa propre monnaie nationale. Et il y aura maintenant ce rôle de compensation que les banques doivent jouer. Et là, c'est Afreximbank qui a essayé de développer cette plateforme. Et je crois qu'à un moment donné, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table là. Surtout par rapport au deuxième instrument qui est le fonds d'ajustement de la ZLECAf là. D'accord? Comment aider les pays à s'ajuster, à mettre en œuvre les réformes envisagées, à rendre leurs économies compétitives de façon à pouvoir saisir toutes les opportunités que la ZLECAf leur offre, en particulier le secteur privé aussi. Et c'est à ce niveau que Afreximbank a joué ce rôle quand même important parce qu'on s'est rendu compte que les besoins en termes d'ajustement, et vous verrez qu'effectivement, il y a un ajustement à faire par les pays là, parce que la plupart ne sont pas prêts. Également, on verra qu'il y aura des effets redistributifs, il y aura des gagnants et des perdants. Alors, comment faire de telle sorte que ceux qui perdent peut-être perdent moins. Et c'est là où la théorie économique va venir nous renseigner sur le mécanisme de compensation qui ferait que le gain attendu sera un gain dans le sens de Pareto. D'accord? Donc ça, c'est un élément important. Alors, ils ont estimé les besoins, je crois, entre 5 milliards et 10 milliards de dollars. Et Afreximbank a mis sur la table 1 milliard de dollars. D'accord? Bon, sans doute, il y aura d'autres partenaires qui vont contribuer à cela. Également, la plupart du temps, vous verrez que dans le cadre de nos poursuites d'intégration, on met surtout l'accent sur les barrières tarifaires, les droits de douane. D'accord? Mais en général, les barrières non tarifaires, on ne fait pas beaucoup de choses là-dessus. Là. Et vous allez voir les chiffres qu'on va montrer. Si effectivement on a réussi à éliminer les barrières tarifaires au niveau de nos zones d'intégration, les barrières tarifaires n'ont presque pas changé. Donc, bon, il y a eu des initiatives dans ce sens-là, mais malheureusement, les barrières non tarifaires constituent, si vous voulez, ce boulet d'étranglement des échanges entre les pays membres de ces zones d'intégration-là. Maintenant, ce que la ZLECAf a proposé, c'est ce mécanisme de signalement. Bon, on va voir maintenant comment ça va marcher. Bon, en tout cas, personnellement, moi, je doute de l'efficacité de cela. En fait, c'est un site Internet et un numéro vert. Par exemple, vous êtes commerçant, vous allez à la frontière et là, vous avez vous voulez dire, ce harcèlement-là, si vous voulez. On vous demande de payer, etc., alors que c'est informel. Alors, pour lutter contre cela, vous avez ce numéro vert, on vous demande d'appeler directement. Donc, vous appelez au bout de la ligne, vous avez souvent des points focaux au niveau national qui vont effectivement essayer de régler votre problème. Bon, est-ce que ça va marcher ou pas? En tout cas, le défi est énorme. Peut-être qu'on va y revenir dans le cadre de nos échanges là. Pourquoi ça pourrait marcher et pourquoi ça ne pourrait pas marcher? Également, on n'a pas attendu dire que tous les pays mettent en œuvre leurs engagements pour qu'on puisse maintenant aller vers ce commerce libéralisé là. Parce que comme j'ai dit, pour les pays qui sont relativement plus en avant, ça va le prendre 5 ans. Donc normalement, c'est en 2026. Donc quand même, on n'y est pas. Mais on a essayé quand même de tester, de voir en définitive
est-ce que ça pourrait marcher? Alors, il y a cette initiative du commerce guidé, donc qui a été lancée en octobre 2022. Et là, on se dit, voilà, avant d'aller vers les 55 pays africains, on va prendre quelques pays qui se portent volontaires, qui sont relativement prêts. Et là, on leur dit maintenant, allez-y, échangez dans le cadre de ce nouveau régime de la ZLECAf. Donc, ils étaient 8 au départ. Et ensuite, les produits qui étaient concernés, c'est les 96 produits. 96 produits. Donc, les pays ont échangé. Et je crois un an ou un an et demi plus tard, ils ont élargi non seulement le nombre de pays participants, parmi lesquels le Sénégal a été intégré. Vous avez également le nombre de produits qui a augmenté. Et il y a eu un travail qui a été fait, je crois, par la CIA pour essayer d'apprécier un peu la portée de ce commerce-là. Donc, quelles sont les leçons qu'on pourrait en tirer? Et ça pourrait effectivement aider les États à voir qu'est-ce qu'il faut régler de façon pratique. Là. Également, il y a le Forum africain des affaires parce qu'on part de l'idée que les faiseurs d'intégration, entre guillemets, là, c'est le secteur privé. Donc, c'est eux qui produisent, c'est eux qui échangent les biens, qui font le commerce, échangent de biens, mais également de services. C'est également qui sont derrière les flux de capitaux entre les pays, là. C'est eux derrière ces paiements aussi. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faudrait les mettre au cœur du processus d'intégration. Peut-être on va revenir sur ce point plus tard pour différencier, si vous voulez, la stratégie régionale de mise en œuvre de la ZLECAf par la CEDEAO et la stratégie de l'UEMOA. Donc, la stratégie de l'UEMOA a essayé de mettre l'accent davantage sur le secteur privé. Alors que pour l'UEMOA, en fait, pour la CEDEAO, c'est beaucoup plus général. Hein. Donc, on pourra revenir sur ce point-là peut-être plus tard. Maintenant, à terme, si on réussit vraiment à mettre en œuvre la plupart de ces éléments qui seront négociés dans le cadre de ces protocoles-là, et des annexes aussi, alors vous verrez que la ZLECAf sera la plus grande zone de libre-échange du monde. Pas en termes de volume d'échange, pas en termes de poids économique, mais en termes de nombre de participants. Parce que normalement, ça doit pouvoir inclure tous les 55 pays. Maintenant, pour le moment, il y a 54 pays qui ont signé. Le pays qui n'a pas signé, c'est l'Érythrée. Et vous avez 48 pays qui ont ratifié. Parce qu'une fois que vous signez, ça va passer maintenant par les organes représentatifs tels que l'Assemblée nationale. Et ensuite, maintenant, une fois que c'est ratifié, vous déposez vos instruments de ratification au niveau de l'Union africaine. Et dans ce cas, vous devenez État parti. Bon, mais pour le moment, on a quand même, bon, je crois que c'est pas 48, hein, c'est 44. Bon, il faut que je revoie le chiffre là. En tout cas, il y a un bon nombre de pays qui n'ont pas encore ratifié. Et quand j'ai consulté la dernière fois, je crois il y a le Bénin qui l'a pas encore fait, la Guinée-Bissau, je crois. Bon, je ne sais pas si le Libéria a pu signer, mais il y a quand même un bon nombre de pays de la sous-région qui n'ont pas encore ratifié. Bon, maintenant, si on a des représentants de ces pays-là, bon, surtout au niveau des ministères du Commerce, peut-être que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux derrière la ratification et ce qui a été derrière ce retard-là. Et ça c'est quelque chose d'intéressant à verser dans le débat. Alors, la ZLECAf, comme le directeur général l'a rappelé, intervient dans un contexte particulier. D'accord? La mise en œuvre de la ZLECAf intervient dans un contexte particulier. Le premier élément de ce contexte global-là, c'est que l'Afrique est marginale du point de vue économique, mais également du point de vue politique, ou géopolitique, si vous voulez. Donc, lorsqu'il y a ces grands débats géopolitiques, lorsqu'il y a ces grandes tendances géopolitiques, vous voyez que l'Afrique, en fait, ce que nous appelons en commerce international, c'est l'hypothèse du petit pays. C'est-à-dire, tout acte qu'il pose ne va pas avoir une incidence sur la dynamique d'ensemble. Et là, c'est valable pour quasiment tous les... Sauf peut-être pour certains marchés relativement importants où l'Afrique peut-être a des dotations relativement importantes. D'accord? Mais sinon, pour ce qui est des tendances économiques globales, dont nous pesons relativement moins. Et non seulement c'est persistant, mais vous voyez une marginalisation croissante. Je vais amener un chiffre là qui va le proposer, surtout dans le cadre du commerce. Également, si vous regardez ce positionnement, vous verrez que on ne profite pas trop de ce que le commerce peut nous offrir, non seulement en termes de nouveaux produits qui peuvent nous arriver, mais également on présente le commerce comme un vecteur, par exemple, de diffusion de la technologie internationale. Cela veut dire que si vous voulez bénéficier de tous ces éléments qui vous viennent de l'étranger pour vous rendre beaucoup plus efficient du point de vue économique, l'Afrique n'en profite pas souvent. Et là, vous verrez que c'est d'autant plus vrai lorsqu'on va parler des chaînes de valeur au niveau global. Donc, quand vous regardez le positionnement de l'Afrique, généralement, on est en amont. Et quand vous êtes en amont, plus tard, lorsqu'on va partager cette valeur globale qui a été produite le long de cette chaîne-là, vous verrez que vous serez à l'origine de ces chaînes de valeur, d'accord? Donc, de cette relation, si vous voulez, interindustrielle entre les différentes zones de production à travers le monde. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agira de partager la valeur là, vous allez voir que l'Afrique a une part relativement très faible. Bon, en moins de 10%. Alors que nous sommes au début de ces chaînes-là. Parce que si nous n'avions pas contribué, c'est évident que ces chaînes n'auraient même pas existé là. Et également, on est très exposé aux chocs là. Souvent, lorsqu'il y a des chocs qui arrivent, vous verrez que notre capacité à pouvoir les absorber
est relativement très faible. Également, le contexte global actuel est caractérisé par un protectionnisme relativement important. Bon, on va pas rappeler le cas de la guerre tarifaire de Trump. Bon, on sait même pas s'il veut faire la guerre ou s'il veut pas faire la guerre là, parce que en fait, c'est tellement changeant, tellement je veux dire, il peut tellement modifier sa position que ça crée une incertitude. On ne sait pas exactement quel pourrait être le régime qu'on pourra avoir demain. Donc, ces tensions commerciales, mais également les tensions géopolitiques hein, avec les guerres que nous avons à travers le monde. Là. À tel point que certains vont jusqu'à penser à la mort du multilatéralisme. J'ai récemment lu un papier où l'auteur l'avait intitulé Is WTO passé. En fait, c'est un terme français, mais qu'il a reconduit dans l'anglais. En fait, c'est pour dire que est-ce que ce multilatéralisme-là n'est pas quelque chose derrière nous? Lorsqu'on voit les pays qui essaient de se protéger, les pays qui reviennent, si vous voulez, à cet isolationnisme, et également l'Afrique qui va aller vers le continentalisme, est-ce qu'en définitive, ça ne serait pas un frein à cette globalisation que l'économie a connue depuis quand même quelques décennies et qui a pu être très bénéfique pour beaucoup de pays qui ont su en tirer le maximum de bénéfices, en particulier les pays d'Asie de l'Est. Là. Maintenant, quelques dynamiques qu'on constate à l'échelle continentale qui nous permet d'approcher la ZLECAf, c'est que vous avez effectivement des processus d'intégration sous-régionale, mais malheureusement qui n'ont pas été aussi efficaces que cela. On va développer ce point-là un peu plus tard. Également, à mon sens, vous verrez que une des thèses qu'on peut avancer, qui pourrait expliquer peut-être pourquoi ça n'a pas réussi au niveau sous-régional, c'est qu'en définitive, est-ce que la taille de ces marchés sous-régionaux est suffisamment importante pour pouvoir, je veux dire, permettre cette échelle d'efficacité, non seulement des investissements, mais également à la dynamique des entreprises. Et vous verrez que souvent la réponse peut ne pas être favorable là, d'accord. Donc ça, c'est un point qu'on pourrait développer un peu plus tard. Maintenant, ça, c'est un peu pour présenter la ZLECAf dans son ensemble. Donc, je crois qu'on peut avoir une bonne vision de ce qu'est l'accord et quels sont les éléments de contenu de l'accord en travers les protocoles, mais également ce qu'on veut faire et les instruments aussi. Alors, la ZLECAf, on la présente comme un game changer. C'est-à-dire, si vraiment on réussit le pari de la ZLECAf là, la face économique ou politique de l'Afrique pourrait changer en profondeur. L'Afrique ne serait plus comme elle est actuellement. L'Afrique serait un partenaire économique relativement important. Donc, ce serait plus un petit pays. Bon, je ne dirais pas pays, hein, mais ce serait plus un petit marché. C'est un marché qui va compter à l'échelle mondiale. Et là, vous verrez que ce qui sous-tend cette théorie, c'est qu'effectivement, vous avez des impacts considérables qui sont estimés, qui sont simulés, non seulement en termes d'échange, donc le directeur général a parlé un peu de quelques chiffres, nous allons revoir certains éléments, de diversification de nos économies, au-delà des produits primaires qui constituent, si vous voulez, l'élément important de nos échanges, la transformation structurelle, donc, comment organiser les mouvements des facteurs de façon à ce que les secteurs qui sont les plus efficients puissent se servir davantage de ces facteurs-là pour avoir ce gain d'efficience relativement important. Un autre élément qui est important, c'est lorsqu'on va parler de développement. Et lorsqu'on parle de développement, au-delà des aspects de performance en termes de croissance, on va voir l'homme, c'est-à-dire les populations, qu'est-ce qu'elles ont à gagner là-dessus. Et comme le directeur l'a dit également, vous verrez que il y aura un impact fort en matière de réduction de la pauvreté. Donc, on va présenter quelques chiffres, surtout les chiffres les plus récents. Également, comme j'ai dit, l'Afrique aura un poids économique relativement important au niveau global. Là. Alors, lorsque la ZLECAf a été annoncée, ça a donné naissance au niveau des chercheurs à toute une littérature aussi bien théorique, mais surtout empirique, donc qui s'est intéressée à ces impacts potentiels. Là. On s'est dit que voilà, ce sera la plus grande zone d'intégration à travers le monde. Donc, on voudrait voir réellement quels seraient les impacts et quelles sont les implications pour non seulement les économies africaines, mais également les économies tiers, si vous voulez. Alors, la plupart des études qui ont été faites, que ce soit des articles scientifiques qui ont été publiés ou bien des rapports d'institutions internationales, on va présenter peut-être un. Vous verrez que l'approche empirique qui a été utilisée, bon, ça pourrait vous intéresser. C'est de voir comment on pourrait simuler les impacts. Et généralement, le cadre empirique qui est utilisé, c'est les modèles décisionnels calculables, si vous êtes familier à cette approche-là. Donc là, on va considérer des scénarios tels que la libéralisation progressive du commerce, également la facilitation des échanges, parce qu'on ne veut pas se limiter, si vous voulez, aux tarifs. On veut regarder ce qui se passe au niveau des barrières non tarifaires. Et également, il y a certaines simulations qui vont plus loin pour intégrer des aspects qui sont pris en compte par d'autres protocoles, tels que l'investissement, par exemple. Alors, voici une première étude qui a été faite par la CA, donc UNECA.
INECA, hein. Et également le CEPI, donc Centre d'études prospectives et d'information internationale. Alors, à l'horizon 2045, ils ont pu montrer que la mise en œuvre de la ZLECAf, bon, à travers le scénario le plus optimiste, va aboutir au PIB africain qui va augmenter de 1,2%. Et le commerce intra-africain pourrait augmenter de 45%. Également, il y aura des opportunités en termes d'industrialisation, de diversification au-delà des secteurs des produits primaires. Et vous verrez que les secteurs manufacturiers seront les plus, en fait, seront les secteurs qui vont gagner le plus là. En particulier l'agroalimentaire. Et ensuite, vous avez les services et également d'autres industries. Donc là, c'est quelques chiffres, mais vous verrez que il y a beaucoup d'études également qui sont venues faire ces simulations avec des scénarios qui peuvent être relativement différents. Mais vous avez des résultats qui vont dans ce même ordre de grandeur-là. Donc, il y aura des effets en termes de croissance, il y aura des effets en termes de commerce intra-africain. Certains ont pu montrer, par exemple, que ça va doubler à l'horizon 2035, pas 2045. Également des opportunités en termes de commerce, en termes d'industrialisation également. Et là, je voulais vous parler également de cette étude de la Banque mondiale qui est vraiment intéressante en soi, qui s'est vraiment focalisée sur les effets redistributifs. Parce que l'idée générale, c'est que quand vous amenez ces initiatives d'envergure, il y aura toujours des gagnants et des perdants. Il y aura toujours des gagnants et des perdants. Maintenant, la question, c'est de savoir qui va gagner et qui va perdre. D'accord? Alors, ils ont essayé de voir les effets redistributifs. D'abord, ils ont montré que le revenu pourrait augmenter de 9%. En fait, le chiffre de 7%, ça, c'est en 2020. Une étude qu'ils avaient faite en 2020. Donc, ils avaient pu montrer que le revenu continental pourrait augmenter de 7%. Mais lorsqu'ils ont repris l'étude en 2023, avec des scénarios qui se rapprochent beaucoup du traité, ils ont pu montrer que ça va augmenter de 9%. Alors, ce gain provient essentiellement de deux choses. D'abord, la libre circulation des biens, services, personnes et capitaux, mais également la facilitation des échanges. D'accord? Donc, ne serait-ce que pour ces deux-là, donc ça va contribuer à augmenter à 9%. Maintenant, si c'est une mise en œuvre complète, c'est sûr qu'on va aller au-delà de 9%. Également, ils ont pu montrer que l'investissement, donc à travers ces flux de capitaux, donc l'investissement va augmenter. Non seulement l'investissement domestique, donc à l'interne, les Africains vont investir dans leur économie et ça va augmenter de 68% donc à l'échelle 2035. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que même le reste du monde trouvera le marché africain très attractif. Parce que là, comme il a dit, on parle d'un marché avec de quelque chose, 1 milliard 300 millions de consommateurs. Ça, c'est un marché gigantesque quand même. Surtout que le pouvoir d'achat de ces consommateurs pourrait augmenter. Donc ça pourrait être très attractif pour les investisseurs étrangers. On voit que ça a plus que doublé de ce qui va venir de l'étranger là. Donc c'est comme si les investisseurs étrangers vont mettre plus de capitaux sur nos marchés que les investisseurs domestiques. Bon, ce qui peut être compréhensif, hein, parce que vous avez le reste du monde qui peut avoir des capacités d'investissement qui sont beaucoup plus élevées là. Également, le chiffre de 50 millions, donc l'étude de départ avait montré que c'était 30 millions, mais l'étude qui a été reprise en 2003 a pu montrer que 50 millions, donc plus de la moitié de nos pauvres là vont sortir de la pauvreté, en particulier les pauvres, ceux qui sont dans la pauvreté extrême. Donc, ça veut dire que le bien-être des populations va également augmenter. Également, il y a cette création d'emplois, parce que lorsqu'on parle de dynamique de production, de dynamique de commerce, etc., donc ça correspond, si vous voulez, à des créations de nouveaux emplois, mais également une hausse des salaires. Et ce qui est intéressant avec cette hausse des salaires-là, vous verrez que ça va concerner plus les femmes que les hommes. Donc, ça veut dire que l'écart que nous constatons dans nos économies en termes de revenus hommes-femmes, vous verrez que cet écart-là sera effectivement réduit. Je crois que pour les hommes, c'est 9% et pour les femmes, on est aux alentours de 12%. Donc, ça veut dire que cet écart va effectivement être réduit. Maintenant, la somme de tout ça, c'est qu'effectivement, le bien-être des populations va augmenter. Et là, c'est quelque chose qui est très familier lorsqu'on fait des simulations, le concept de welfare, là. Donc, ça va être relativement amélioré, là. Maintenant, il y a des risques quand même, hein. Donc, on ne va pas seulement se focaliser sur les avantages potentiels, là. Il y a des risques aussi. Un premier élément de risque qu'on met en avant lorsqu'on parle de libéralisation, cela veut dire que vous allez renoncer à des revenus douaniers. D'accord? Et maintenant, il y a, en général, on se rend compte que ça va être très faible. Bon, les quelques études qui ont pu montrer que l'effet sera relativement important, c'est par exemple cette étude de la CIA, également du CEPI, qui ont pu montrer que, année après année, parce que c'est une libéralisation progressive, donc tous les 5 ans jusqu'en 2045, ils ont pu montrer que au début, ça va baisser de 2,9%, ensuite ça va aller jusqu'à 8,6% en 2045. Ça, c'est vraiment les études qui ont pu montrer les impacts les plus importants. Mais si vous regardez la plupart des autres études, généralement, on vous dit que c'est relativement faible. Maintenant, pourquoi? Pourquoi en réduisant, en éliminant ces barrières tarifaires, cette perte est relativement faible? C'est parce que tout simplement, on échange très peu entre nous. Ça veut dire que le manque à gagner est faible.
Et le DG a donné effectivement ce chiffre-là, 16%, on va y revenir là. Vous verrez que vous allez renoncer à ce tarif à ce tarif sur ce volume de 16% là. Ça veut dire qu'en définitive, la perte est effectivement là, mais elle n'est pas aussi importante que cela. Mais l'effet est hétérogène entre les pays. Vous avez certains pays qui peuvent avoir des effets beaucoup plus importants là. Alors, ça veut dire qu'une des conséquences de cela, c'est la capacité financière, ou bien la capacité générale, si vous voulez, des États à conduire les réformes nécessaires pour mettre en œuvre la ZLECAf là. Parce qu'on va voir que la plupart des réformes vont demander, si vous voulez, des implications financières. Alors, si vous ne les avez pas, c'est évident que ça pourrait limiter la portée de vos réformes-là. Alors, vous verrez que, conscient de cela, il y a effectivement ce fonds d'ajustement de la ZLECAf qui est prévu, mais également beaucoup de partenaires. Je crois que récemment, on avait participé à une rencontre entre la CIA et, je crois, les Japonais. Donc, ce qu'ils voulaient, c'est aider les pays à vraiment réussir la mise en œuvre de la ZLECAf là. Alors, l'idée, c'était de voir quels pourraient être les domaines de partenariat, etc. Donc, c'est pour dire que on peut avoir ce financement externe qui pourrait arriver. Maintenant, il y a un risque associé à cela. Bon, on pourrait revenir sur ça un peu plus tard, là. Et le problème, c'est que euh, on peut avoir une vision de film ou d'industrie. Parce que là, on va libéraliser le marché continental. D'accord? Donc, ça veut dire que la concurrence sera appelée à s'intensifier. C'est-à-dire, si potentiellement vous êtes très compétitif, vous pouvez aller sur le marché africain pour exporter. Mais si vous n'êtes pas compétitif, vous allez rester sur le marché domestique. Mais eux aussi, ils ont fait le même calcul. Ils vont vous envoyer leurs industries ou bien leurs entreprises qui sont les plus compétitives. Alors, du moment qu'il n'y a plus de barrières tarifaires, il n'y a pas de barrières non tarifaires non plus, cela veut dire que c'est un jeu presque à niveau égal. Donc, ça veut dire que vous allez exposer les plus faibles parmi vous à ces concurrences internationales, à ces concurrents africains qui peuvent être relativement plus importantes là. Alors, ça veut dire qu'il y a ce risque d'éviction qui est effectivement important à garder à l'esprit là. Alors, d'où la nécessité pour les États d'avoir des stratégies de mise en œuvre. Et une fois qu'on aura identifié ces secteurs qui potentiellement pourraient perdre, alors il y aura tout simplement des mesures d'accompagnement pour pouvoir les préparer à affronter la concurrence qui arrive. Parce qu'une fois de plus, ils ont quand même du temps pour se préparer. Bon, 5 ans au minimum, et des fois ça part jusqu'à 13 ans pour les PME. Donc, pour vous dire que la concurrence est là, il y a même ce protocole sur la concurrence. Donc, il fera de telle sorte que il n'y aura pas, si vous voulez, de biais qui pourraient fausser le libre fonctionnement du marché là. D'accord? Donc, ça, c'est un élément qui est important. Alors, dans le sens d'optimiser les impacts, puisqu'on sait qu'il y a des opportunités potentielles, mais il y a des risques également. Alors, la plupart des pays ont développé des stratégies nationales de mise en œuvre. Également, les organes d'intégration régionales, tels que la CEDEAO, l'UEMOA également, ont développé des stratégies régionales de mise en œuvre, ou sous-régionales, si vous voulez. Alors, euh, si vous regardez le contenu de ces stratégies-là, vous verrez que à partir d'un diagnostic qu'ils vont faire du contexte économique, qui va déboucher sur une analyse SWOT. Donc, quelles sont les opportunités, quelles sont les faiblesses, forces et faiblesses, mais également opportunités et menaces. Vous verrez que c'est à partir de là que vous pouvez dire, voilà, voici la stratégie que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir optimiser les impacts attendus. D'accord? Pour que l'effet net soit positif là. Et vous verrez que la plupart des actes d'intervention et de réforme qui sont proposés, bon, j'ai eu la chance d'élaborer la stratégie pour quelques pays de la sous-région, mais également pour la Côte d'Ivoire et l'UEMOA. Vous verrez que si vous regardez la plupart des éléments que vous avez dans ce plan d'action-là, ça va tourner autour de deux choses. Pour les pays, stratégie nationale là. Donc, on nous demande d'être très compétitif. C'est la compétition, c'est la concurrence. D'accord. Non seulement pour aller vers les marchés africains et pouvoir concurrencer les autres que vous allez y retrouver, mais également pouvoir faire face à ces concurrents qui arrivent chez vous. Alors, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que tout simplement, on vous demande d'être compétitif. Maintenant, pour être compétitif, c'est essentiellement à travers vos capacités productives et commerciales, mais également avoir un cadre institutionnel réglementaire qui pourra accompagner ce niveau de compétitivité élevé là. D'accord? Maintenant, au niveau régional, une des directives de l'Union africaine, c'est d'utiliser parmi les CER là, en fait, les zones d'intégration là, les communautés économiques régionales là. Donc, ils ont ciblé 8 qui seront, si vous voulez, les points à partir desquels l'intégration continentale sera faite là. Alors, l'idée maintenant, c'est de chercher à préserver les acquis de ces communautés-là. Donc, il ne s'agit pas de jeter tout ce qu'on a fait ensemble, mais de voir comment bâtir de là pour pouvoir aller. D'ailleurs, même, vous verrez que certaines négociations ne se font pas à l'échelle des pays, mais à l'échelle des communautés régionales. Par exemple, au niveau des 15, bon, maintenant 12 hein, pays de la CEDEAO, les négociations se font d'abord à l'interne. Et ensuite, on aura des positions communes qu'on va pouvoir soumettre au niveau de l'Union africaine. Euh,
Bon, je pense que le temps va très vite là, n'est-ce pas? Peut-être pour essayer d'aller un peu vite. Lorsqu'on va parler des quelques éléments de théorie économique qui pourraient nous renseigner sur ces gains attendus, comme j'ai dit, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et un des concepts importants que nous avons dans la théorie économique pour expliquer ces effets-là, c'est l'effet de création et de destruction de commerce là. Cela veut dire que lorsque vous allez réduire tout ce qui est barrières tarifaires et avoir maintenant ces avantages préférentiels entre pays membres, donc il y a un nouveau commerce qui va se développer. Ça, c'est l'effet de création de commerce là. Mais également, il peut y avoir un effet négatif. Peut-être que si vous regardez un peu la compétitivité relative, donc cet avantage que vous donnez aux pays partenaires, vous ne le donnez pas aux pays tiers. Et le pays tiers pourrait être défavorisé. Cela veut dire que le commerce que vous avez entre vous pourrait effectivement être réduit. Donc là, vous avez effectivement cette perte de commerce. Cette perte de commerce qui peut être relativement importante là. Maintenant, il y a effectivement ces possibilités d'avoir des gains nets et vous avez beaucoup de travaux qui ont pu montrer les conditions dans lesquelles on pourrait les avoir. Maintenant, un élément qui me semble important, surtout quand vous regardez la littérature, c'est que vous allez voir que l'effet net ou bien l'ampleur de ce gain ou bien de cette perte-là est liée à la profondeur même de l'intégration. Jusqu'où va l'intégration? Vous verrez que si on a des effets relativement très importants attendus de la ZLECA, c'est parce qu'effectivement, on va en profondeur. On ne se limite pas à la libéralisation du commerce à travers les barrières tarifaires et non tarifaires. On va plus loin. On va par exemple regarder tout ce qui est droit de propriété, on va regarder l'investissement, les flux de capitaux productifs, on va regarder aussi tout ce qui est lié aux femmes et aux jeunes dans le cadre du commerce. Donc, ouais, et la concurrence aussi. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va aller plus loin dans le processus d'intégration. Donc, si on réussit à aller aussi loin que souhaité, vous verrez qu'effectivement, les gains sont très importants à la hauteur de ce qui a été simulé là. Maintenant, comme on a dit, on peut avoir des gagnants et des perdants. Et si vous vous rappelez, dans le modèle de Escher-Rollin des dotations factorielles, vous avez le théorème de Stolper et Samuelson. Cela veut dire que si un pays peut identifier le facteur qui est relativement abondant, les détenteurs de ce facteur-là pourraient effectivement gagner. Mais si vous avez un facteur relativement rare, les détenteurs de ce facteur-là pourraient effectivement perdre. Là. Alors, cela explique pourquoi on peut avoir des gagnants et des perdants. Et c'est ce qui explique pourquoi on a des possibilités d'avoir des ajustements de la fiscalité intérieure, d'accord? Mais également, vous avez ça, c'est la raison d'être aussi du fonds d'ajustement de la ZLECAF. Là. Maintenant, comme on dit, lorsque certains secteurs peut-être seront concurrencés, vont connaître par exemple une perte d'activité, vous avez tout simplement des emplois qui seront détruits. Et vous avez des secteurs effectivement qui vont connaître une embellie, et là vous avez des emplois qui seront créés. Alors maintenant, si on vous dit que l'effet net pourrait être positif, l'hypothèse qu'on fait au départ, c'est que ceux qui sont dans ces secteurs qui vont peut-être disparaître, les travailleurs vont migrer, vont se déplacer vers les secteurs qui vont connaître ce boom-là et qui ont effectivement cette demande de travail relativement importante là. Alors qu'on sait qu'en réalité, c'est pas tellement le cas. C'est pour cela que dans beaucoup de processus d'intégration et même des États qui, à un moment donné, peuvent décider de libéraliser leur économie, vous verrez qu'il y a toujours des programmes d'accompagnement du travail, de la main-d'œuvre, pour un peu les requalifier. Donc, pour les amener vers des secteurs où la demande est relativement importante. Maintenant, on a quelques expériences sous-régionales. Je vais essayer d'aller un peu vite là. Vous verrez que selon la thématique de l'intégration, on se retrouve avec plus de 40 communautés économiques régionales en Afrique. Là. Que ça soit du point de vue purement économique ou bien politique, ou bien coopération énergétique, ou bien l'exploitation de ressources hydriques, ou bien des coopérations en matière de paix et sécurité, ou bien d'environnement. Donc, si vous regardez ce graphique-là, ça vous dit comment le nombre a évolué dans le temps. Là. Donc, vous voyez qu'on est aux alentours de 50, donc plus de 40 zones d'intégration. Ça veut dire qu'on a un appétit, je dirais, entre parenthèses, vorace en matière d'intégration. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que chercher à se développer, à s'en sortir seul, ça pourrait être possible, mais le chemin pourrait être relativement long. Et que lorsqu'on pouvait se mettre en commun, on pourrait régler beaucoup de problèmes, tels que par exemple l'étroitesse de nos marchés domestiques, de nos marchés nationaux. Alors là, on pourrait offrir à nos producteurs, à nos entreprises, à nos industries, des débouchés relativement plus importants. Maintenant, si on doit faire un bilan de ces expériences sous-régionales, vous verrez qu'effectivement, on a des réalisations tangibles, hein, surtout avec des instants économiques importants. Bon, on a la libéralisation commerciale dans beaucoup de zones, ça c'est effectivement important, par rapport à la situation où peut-être les tarifs étaient en place. Également, on a des débouchés accrus du fait de ces marchés élargis, libre circulation des facteurs, coopération multiforme dans beaucoup de domaines. Également, ces disciplines collectives-là, et ça c'est beaucoup plus important, parce que si vous laissez les États définir le pro-politique national, souvent la discipline n'est pas aussi importante que si c'est vraiment à l'échelle collective. Là. Également,
maintenant, au niveau du passif, vous avez un faible niveau des échanges intracommunautaires. Là, le DG en a parlé aussi. C'est que malgré ces schémas d'intégration, de libéralisation de nos marchés domestiques là, sous-régionaux, vous verrez que on échange très peu entre nous. Bon, on va revenir sur l'une des raisons là. Donc, par exemple, si vous prenez ce chiffre de 2022, vous avez 13,7%, donc qui est la part de notre commerce qui se déroule effectivement en Afrique. Alors quand vous allez dans d'autres espaces d'intégration, NAFTA par exemple, bon, NAFTA à l'époque, hein, vous avez 43%, UE, vous avez presque 2 tiers, ASEAN qui est relativement proche de nous en termes de développement, là vous êtes quand même à des niveaux beaucoup plus élevés. Maintenant, ce qu'on a constaté aussi, c'est que les processus d'intégration n'ont pas réussi à baisser, à réduire significativement les barrières non tarifaires. Comme j'avais dit au départ, là, on met plus l'accent sur les tarifs, qu'on peut tout simplement supprimer. Mais les barrières non tarifaires, c'est souvent plus difficile à réduire là. Alors, vous avez des chiffres ici très éloquents. Par exemple, si les barrières tarifaires, on devrait les convertir en barrières, les barrières non tarifaires, on devrait les convertir en barrières tarifaires, ce serait l'équivalent de 283%. Alors que si vous regardez le niveau moyen des barrières tarifaires sur le continent, on est à 7%. D'accord? Mais c'est beaucoup plus élevé pour les produits agricoles. Là, c'est presque le double. On est à 13 et quelques pourcents. D'accord? Du fait effectivement de la sensibilité de ces produits agricoles par rapport aux produits manufacturés. Donc, ça veut dire que ces barrières tarifaires ont une incidence beaucoup plus importante, ont un effet beaucoup plus dévastateur sur les échanges que les barrières tarifaires. Et souvent, sont plus difficiles à réduire, ce qui fait que le niveau est encore beaucoup plus élevé là. Alors, je voulais vous proposer ici ce schéma, parce qu'on en a parlé un peu au départ. Le fait que l'Afrique se marginalise de plus en plus. Parce que nos capacités d'échange sont relativement limitées, peut-être parce que notre offre d'exportation n'est pas tellement, je veux dire, attrayante du point de vue des consommateurs à travers le monde. Vous verrez qu'effectivement, le commerce mondial, donc je vais vous donner quelques chiffres quand même intéressants. Si vous regardez la partie en bleu ici, ça c'est l'évolution du commerce mondial. Bon, depuis très longtemps, hein, j'ai essayé de prendre vous dire, une échelle temporelle relativement longue. Vous verrez que le commerce mondial a été multiplié par 416. 416 fois entre cette période de départ et la période la plus récente, 2024, je crois. Mais si vous regardez au niveau de l'Afrique, c'est 143 fois. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas été aussi dynamique que le monde en matière de développement de nos échanges avec les ressources. Maintenant, regardez la part de l'Afrique dans ce commerce mondial-là. Donc, il y a peut-être un demi-siècle, on était à un niveau quand même relativement plus élevé. Mais là, vous voyez que ce qu'on a actuellement, c'est presque le tiers de ce qu'on a pu avoir par le passé. Ça veut dire que l'Afrique se marginalise. Je ne sais pas si c'est l'Afrique qui se marginalise ou c'est l'Afrique qui est marginalisée. En tout cas, il y aura des facteurs internes, mais il y a des facteurs externes aussi qui peuvent expliquer vraiment ce recul de l'Afrique. Bon, il y a eu effectivement ces périodes-là, mais la tendance actuelle est vraiment vers plus de marginalisation. Maintenant, on a pu voir que avec les impacts-là, l'Afrique pourra poser de plus en plus. Mais au moins, cette tendance-là pourrait être... Maintenant, si vous regardez l'Afrique dans le commerce africain cette fois-ci-là, et là, vous verrez que effectivement, la part est relativement très faible. La part est relativement très faible. Donc, on n'a jamais dépassé 20%. 20% en moyenne. Donc, l'Afrique échange plus avec le reste du monde qu'avec l'Afrique, qu'avec elle-même, si vous voulez. D'accord? Et ça, c'est une donne, je crois, que la ZLECA voudra effectivement changer. Bon, il y aura quelques éléments de passif également. Bon, l'industrialisation qui n'a pas été réalisée, faible niveau de développement des infrastructures, mais également les tensions politiques et sécuritaires qui, à un moment donné, peuvent renseigner sur le niveau d'échec là. Maintenant, quels peuvent être les facteurs contributifs de cet échec, entre guillemets? C'est l'intégration n'a pas été complète. Comme je dis, les barrières non tarifaires n'ont pas été réduites significativement. Et à un moment donné, ça pose même ça pose la question de la crédibilité politique du processus d'intégration. Cela veut dire que si le politique vous parle d'intégration, est-ce qu'en définitive, vous allez y croire? Lorsque vous voyez qu'effectivement, les barrières non tarifaires n'ont pas baissé significativement et pendant des décennies d'intégration, on n'a pas réussi à rapprocher les économies en termes de commerce, en termes de flux de capitaux, etc. là. Mais également, quelles sont les capacités institutionnelles d'intégration même de nos économies, de nos États? Et là, le résultat montre que c'est pas aussi élevé que cela, d'accord? Il y a également des problèmes d'économie politique parce que vous allez voir que quand plusieurs intérêts se confrontent, il y aura, si vous voulez, cette tension qui ferait que peut-être qu'on ne pourra pas aboutir à des résultats relativement tangibles. Vous verrez qu'effectivement, beaucoup de pays africains appartiennent à beaucoup de zones d'intégration, d'accord? C'est un peu l'idée de spaghetti ball, de bol de spaghetti là, où vous avez les spaghettis qui sont enchevêtrés là, d'accord? Bon, on sait qu'en Afrique de l'Ouest, vous avez la CEDEAO et l'UEMOA. Maintenant, quand vous allez à des espaces un peu lointains en Afrique là, vous verrez qu'un pays peut faire partie de
3 ou 4 zones d'intégration. Alors, il y a un problème maintenant d'harmonisation institutionnelle en termes de marche vers l'intégration de ces économies-là qui pourrait se poser. Et un point important que je vais développer plus tard, c'est la complémentarité de nos économies-là. Vous verrez que pour pouvoir vraiment intégrer là, il faut être relativement complémentaire. C'est-à-dire, il faudrait que la production que vous avez puisse répondre aux besoins de production des autres à travers, par exemple, ces matrices d'entrée et de sortie, etc. là. Mais vous verrez que le niveau d'harmonisation n'est pas aussi important que cela, d'accord? Mais également, il y a l'informel qui peut effectivement lier nos perspectives. Et il y a également la concurrence accrue des pays, là, d'accord? Euh, Maintenant, permettez-moi de parler un peu des challenges et des défis et peut-être qu'on pourra y revenir plus tard dans le cadre de nos échanges. Donc, je pense qu'il y a ce momentum-là, momentum politique. Hein. Vraiment, il y a cet engouement pour aller vers cette intégration continentale-là. Alors, à mon sens, il faut en profiter pendant qu'il est chaud, si vous voulez. Là. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir cette fatigue institutionnelle qui ferait qu'effectivement, on n'a pas cet appétit-là comme on l'avait au départ. Donc, il faut en profiter maintenant pour accélérer. Mais quand vous regardez la mise en œuvre de ces stratégies nationales-là, en général, ça ne va pas très loin. Et un des problèmes auxquels les mises en œuvre au niveau national, mais sous-régional, fait face, c'est effectivement le fait que vous avez des problèmes de financement pour mettre en œuvre ces réformes qui sont contenues dans les plans d'action là. Également, les capacités institutionnelles des États. Est-ce qu'on est réellement de bons réformateurs, si vous voulez, en termes de qu'est-ce qu'il faut faire, ce que le plan d'action a pris. Donc, est-ce qu'on est capable vraiment de les mettre en œuvre de façon réussie? Souvent, il y a ces capacités techniques qui sont interrogées à ce niveau-là. Mais également, le secteur privé, comme je l'avais dit, c'est vraiment le cœur du processus d'intégration. Mais malheureusement, le niveau d'appropriation est relativement faible. Donc, quand vous sortez, vous demandez aux acteurs privés, est-ce que vous connaissez la ZLECAf? Je crois qu'il y avait un travail qui a été fait par ITC, International Trade Commission, je crois. Alors, mais ça fait longtemps, peut-être que le chiffre a évolué là. Ils ont pu montrer que moins d'un acteur privé sur 5, donc moins de 20%, connaît effectivement les implications de la ZLECAf pour son activité. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce travail de communication à faire pour préparer les acteurs là. Mais également, quelles sont nos capacités de production et nos capacités de commerce aussi. Donc, vous voyez que dans les stratégies, il y a tout un ensemble d'activités prévues à ce niveau-là. Mais également, comme je dis, au faible niveau de complémentarité des structures de production et d'échange. Alors, c'est pour cela que vous verrez que dans les stratégies, on parle essentiellement de développement de chaînes de valeur. Quand vous avez ces développements de chaînes de valeur, cela veut dire que vous essayez de voir quels sont les points sur lesquels vous pouvez développer des complémentarités, de façon à ce que la production réalisée ici sera utilisée par d'autres producteurs pour augmenter de la valeur, et ensuite ça va aller ailleurs, utilisé comme input pour augmenter de la valeur jusqu'à arriver au consommateur final. Là. Donc, quand vous avez cette interrelation industrielle à travers les chaînes de valeur, alors là, ça pourrait effectivement améliorer la complémentarité là. Et vous verrez que les chaînes de valeur sont devenues de plus en plus importantes dans le cadre du commerce mondial. Là. En 2020, la Banque mondiale avait sorti son rapport sur le développement dans le monde et la thématique, c'était les chaînes de valeur. Surtout avec le Covid-là qui avait vraiment mis en mal, je veux dire, ces échanges à travers le coût relativement important. Vous vous rappelez les conteneurs à l'époque là, d'accord? Donc le coût des échanges était relativement important à ce niveau-là. Alors là, un des chiffres importants, c'est que près de la moitié des échanges commerciaux à travers le monde intervient à travers les chaînes de valeur là. Cela veut dire que si vous voulez vraiment réussir le pari de l'intégration commerciale, développer davantage les chaînes de valeur, parce que là, vous verrez que les effets sont beaucoup plus importants en termes de croissance. Il y a beaucoup de choses qui ont pu montrer cela. Donc, si le commerce est favorable pour la croissance, le commerce, dans sa partie chaîne de valeur, génère plus de gains en termes de croissance que le commerce conventionnel. Je crois que c'est un écart d'1 à 2. D'accord? Donc, c'est presque le double, quoi. Donc, si on veut vraiment aller vers plus de gains, on doit aller à ce niveau. Il y a également ce déficit infrastructurel qui est estimé à 150 milliards qu'il faut chercher vraiment à résorber. Financement de la ZLECAf. Vous avez effectivement ces pays qui ont des difficultés à pouvoir mettre en œuvre ces réformes. Et c'est là où vous avez ces partenariats avec différents acteurs à travers le monde. Là. Également, il y a la question de la survie de l'accord, également de la pérennisation des bénéfices. Là. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un coût d'ajustement relativement important d'une économie à l'autre. Ça veut dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des tensions là. Mais je pense qu'avec les négociations qui sont menées à l'échelle sous-régionale d'abord, puis à l'échelle continentale, on pourrait effectivement régler cela. Alors, c'est également lié à ce problème d'asymétrie des gains et des risques. Vous verrez que certains vont gagner plus que d'autres. Certains vont perdre plus que d'autres.
Donc, quand vous avez cette asymétrie-là, c'est vraiment une base de tension dans le cadre des négociations. Mais une fois de plus, je crois que si on peut avoir des négociations qui sont bien menées, on peut aller dans le sens d'amenuiser ces problèmes potentiels-là. Également, défi de la stabilité institutionnelle et politique, là, parce que bon, vous verrez que si les États décident de se mettre ensemble, mais le point de départ, c'est cette envie d'être ensemble, là. Mais quand il y a ces conflits entre les États, même des conflits internes, donc il serait difficile d'aller vers un consensus là. Alors c'est lié également à ce problème d'économie politique de l'intégration. Donc qui sont les vrais acteurs, quels sont les intérêts, qu'est-ce qui les motive, mais également quelles sont les incitations. Vous verrez que souvent on peut avoir des conflits à ce niveau-là. Mais également les priorités nationales, comment les réconcilier. Vous verrez que souvent les négociations sont très tendues là. Certains vont dire, voilà, on va aller vers tel produit qu'on doit mettre dans les 90%, d'autres vont dire non, etc. Là. D'accord? Donc, je pense que si nous réglons ces problèmes-là, ça pourrait effectivement nous aider. Maintenant, dernier diapo, je vous le promets. Et là, c'est la question fondamentale qu'on se pose. Donc, il y a l'idée de partenaire économique naturel. C'est-à-dire, bon, on va donner un exemple très simple. Hein. Par exemple, si vous allez sur les sites matrimoniaux, là, vous dites, voilà, je vais aller chercher quelqu'un avec qui je pourrais bien m'entendre, avec qui on pourrait peut-être vivre ensemble, etc. Là. Mais vous n'allez pas pouvoir avoir n'importe quel partenaire qui pourrait répondre à vos attentes et inversement. D'accord? Alors, nous, l'idée que nous mettons en avant, du moment que nous sommes dans le même espace géographique, on est des partenaires naturels. Mais ce n'est pas tellement le cas. Vous voyez qu'en termes économiques, lorsqu'on parle de partenaires naturels, c'est essentiellement deux éléments. Premier élément, il faut que vous ayez cette complémentarité-là de vos structures de production et d'échange. Mais quand vous regardez, il y a un indice intéressant en commerce international qu'on appelle l'indice de complémentarité structurelle. Vous verrez que le niveau de complémentarité structurelle de nos économies est relativement très faible. Cela veut dire que ce que nous produisons, ce n'est pas exactement ce que les autres économies africaines ont besoin en termes non seulement de consommation finale, mais également en termes d'intermédiaires, de produits intermédiaires dans le cadre de processus de production. Ça veut dire qu'il est un peu difficile à l'état actuel d'avoir des chaînes de valeur régionales. Mais également, les produits que nous réalisons, est-ce que ça satisfait la consommation finale? Vous verrez que la plupart des produits que nous avons proviennent souvent de l'étranger. Donc, vous avez souvent ce problème-là qui pourrait faire qu'on n'a pas, si vous voulez, cette complémentarité-là. Alors, on a deux, c'est l'hypothèse du Natural Trading Partners. Donc, il y a deux versions. La version traditionnelle qui met l'accent sur le volume des échanges. Donc, si avant l'intégration, vous échangiez des quantités relativement importantes, c'est parce qu'effectivement, vous étiez des partenaires naturels. Alors là, l'intégration pourra venir renforcer ce lien commercial-là. D'accord? Maintenant, la version récente dit non. On ne regarde pas le volume, mais regardez plutôt la structure du schéma de production et d'échange. D'accord? C'est pas tellement la quantité. On peut échanger des quantités relativement faibles, mais du moment que les quantités que nous échangeons répondent à nos besoins de production, mais également des besoins de consommation, alors il y a ce niveau-là. Alors, je pense que un des défis les plus importants à relever pour pouvoir réaliser ces gains attendus-là, c'est vraiment développer cette complémentarité structurelle entre les économies africaines. Là. Et je pense qu'il est possible de le faire, surtout quand nous avons cette approche dynamique de l'intégration. Ce que nous avons actuellement ne plaide pas en faveur de ces gains relativement importants, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer, c'est quelque chose qu'il faut construire. Et je pense que lorsque vous regardez les stratégies nationales, mais également les stratégies sous-régionales, mais également au niveau du traité, il y a vraiment cette idée de développer les chaînes de valeur régionales. Et je pense que si on réussit à développer ces chaînes de valeur régionales, on aura non seulement cherché à développer cette complémentarité existante, mais on aura cherché également à renforcer la complémentarité de façon à pouvoir optimiser les gains qui sont attendus. Voilà, donc ce point, à mon sens, est le plus important à garder de l'exposé là. C'est en définitive, est-ce qu'on est réellement des partenaires commerciaux? En l'état actuel, non, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut effectivement construire. D'accord? C'est comme si vous voulez les avantages comparatifs. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des avantages comparatifs dans certains secteurs-là, mais n'est pas dit que demain, les avantages vont changer. D'accord? Ça peut effectivement changer. C'est quelque chose à construire, c'est quelque chose à développer, et demain, vous serez compétitif dans d'autres. Et un exemple qu'on donne à ce niveau-là, c'est la Corée du Sud. Là. Donc, au début des années 80, c'est un pays qui n'avait pas d'avantages comparatifs dans les semi-conducteurs. Là. Mais vous voyez que maintenant, c'est un pays qui est un acteur important sur ce marché-là. Alors, comment il a fait? Il y a vraiment ce processus d'apprentissage, de développement des capacités, des aptitudes du pays dans cette filière-là. Et je crois que c'est une leçon qu'on devrait tirer de là pour voir comment renforcer nos complémentarités. Donc, ça se construit, ça se développe. Il faut juste avoir la bonne approche pour y arriver. Voilà, merci beaucoup et désolé d'avoir été relativement long. Souvent, c'est les thèmes qui nous passionnent tellement. Donc, désolé d'avoir été relativement long. Voilà, merci beaucoup.